Alors, d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Forum des entrepreneurs, à cet atelier numéro 2. Je voudrais surtout vous remercier d'avoir choisi cet atelier. Vous allez voir que le sujet il est assez intéressant. Il est même très vaste, il est même trop vaste pour qu'on puisse éventuellement l'aborder en l'espace d'1 heure et demie. Alors, avant de vous présenter nos différents intervenants, vous allez voir que c'est assez varié. Je voudrais simplement planter le décor et vous donner quelques chiffres. On fera réagir nos intervenants sur ces propos-là. Je voudrais vous planter le décor tout simplement en vous disant que chaque semaine, dans le monde, les zones urbaines accueillent 1 million de personnes supplémentaires chaque semaine. Ça, c'est important. Et qu'en 2030, on nous annonce que les villes accueilleront quelque chose comme 5 milliards d'êtres humains, ce qui devrait représenter dans les années 2030 70% à peu près de la population mondiale. Un autre chiffre, 1950, New York était la seule agglomération de plus de 10 millions d'habitants. En 2015, il y en aura 23. Et bien sûr, donc, à cette croissance démographique, et ce sera le sujet que nous allons aborder pendant cet atelier, les villes de demain vont être confrontées à de nombreux défis, des défis environnementaux, d'une part les émissions polluantes comme la croissance de l'industrie, l'augmentation du trafic, la gestion des déchets, etc., etc. Toujours dans ces mégapoles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière d'énergie, 60 à 80% de l'énergie mondiale est consommée dans les zones urbaines, aujourd'hui. Ce qu'il faut également savoir, c'est que 150 millions de personnes qui vivent dans ces zones urbaines, ces grosses mégapoles, ont des problèmes récurrents d'alimentation d'eau. Et je ne parle pas de l'habitat. Vous connaissez l'actualité, vous avez vu l'actualité, la nouvelle politique sur les logements sociaux. Nous parlerons certainement de la politique aussi sur les prix dégressifs en matière d'énergie. Tout ceci, en fait, démontre l'intérêt de cet atelier. Et surtout, ça nous permet de constater que la situation actuelle n'est pas si réjouissante que cela. Alors, les grandes questions qu'on va se poser pendant ce débat, c'est comment gérer cette densité démographique dans les zones urbaines, comment gérer la raréfaction des énergies fossiles, comment aborder l'ère post-carbone, quels sont en fait les véritables enjeux de l'énergie, et les enjeux, ce n'est pas demain, c'est des enjeux d'aujourd'hui. Qu'est-ce que sont les réseaux intelligents? Nous verrons ça également. Et on essaiera de conclure en se posant la question, ok, très bien, comment notre ville sera demain? Et quand je dis demain, c'est un très court futur, c'est dans les 10 ou 15 ans. Voilà, j'ai posé le décor, j'ai planté le décor, j'ai donné des chiffres. Maintenant, je vais vous présenter les différents intervenants qui sont présents. En tout bien, tout honneur, je vais commencer par la seule femme présente sur scène, Corinne Vezzoni. Vous êtes architecte. Prenez le micro. Alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des micros, bien sûr, vous les prenez, vous les prêtez. Et puis, bien sûr, dans la salle, l'intérêt, il n'y a pas de micro, excusez-moi, mais l'intérêt, c'est que vous levez la main. Si vous avez une question à poser, vous ne vous gênez absolument pas. À tout moment, vous pouvez intervenir pour poser une question à un de nos intervenants, pour apporter une information aux propos d'un de nos intervenants. J'essaierai d'être vigilant là-dessus. Donc, Corinne Vezzoni, architecte. Vous êtes arlésienne, vous avez fait vos études à Marseille, à l'école d'architecture de Marseille-Lumini. Vous avez fondé en l'an 2000 l'agence Corinne Vezzoni Associés, dont la particularité, c'est que vous êtes installée à la Cité Radieuse. C'est ça? Vous êtes toujours à la Cité Radieuse? Oui, on n'a pas pris feu dans notre D'accord. Et alors, j'ai noté, vous êtes membre de l'Académie d'architecture de Paris depuis juin 2011. Et parmi les différentes réalisations que l'on vous accorde, il y a le Palais des Festivals de Cannes. Vous m'arrêtez si je me trompe. Le tramway de Marseille, le pôle d'échange de la Fourragère, toujours à Marseille, les archives et la bibliothèque de près des Bouches-du-Rhône. Exact? Oui. Très bien. On verra d'ailleurs si justement toutes ces réalisations, on y a intégré des aspects liés à ce que l'habitat de demain devrait être. On va rester dans le monde de l'architecture avec Emmanuel Dujardin qui est juste à côté, qui est également architecte. Donc Emmanuel Dujardin a créé avec son associé qui s'appelle Christopher Green une société qui s'appelle Tangram Architecte. Et la particularité de votre société, c'est qu'en fait vous réunissez en un seul cabinet
tout le monde de l'architecture, l'urbaniste. Vous avez au total 50 personnes, c'est ça, hein? En fait, 60. vous avez les 7 corps de métier nécessaires pour évoluer. Oui, c'est ça. C'est depuis l'urbanisme jusqu'à la livraison d'un hôtel décoré, la totale de ce qu'il faut pour construire. Alors, 7 corps de métier, Tangram, si c'est un jeu. C'est un casse-tête chinois qui est, si vous connaissez, formé de petites formes. Et les petites formes, quand on les assemble, on crée des tas de formes plus importantes. Et comme le métier d'architecte. Et il y a 7 formes. Il y a 7 formes, ça tombe bien. D'accord. Et alors, Monsieur Dujardin, vous êtes en charge aujourd'hui, en ce moment, de remettre l'Hôtel-Dieu de Marseille dans son état d'origine. Le transformer d'hôpital en hôtel 5 étoiles. Oui, c'est pas évident. Non, mais on en parlera, c'est une des pistes pour le développement durable. Très bien. Alors, j'ai également avec vous, juste à côté de vous, Johan Bensivinga, le tout jeune et le tout frais nouveau président de la Fédération du BTP des Bouches-du-Rhône. Alors, Monsieur Bensivinga, vous êtes ingénieur de l'école centrale de Marseille. Vous avez pris vos fonctions en décembre 2011. On va voir avec vous que vous avez positionné dans votre mandat un axe majeur, qui est justement un aspect qu'on va pouvoir évoquer pendant cet atelier. Vous êtes également le patron d'une boîte qui s'appelle Climatech, qui fait à peu près 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a 45 employés. C'est exact. Et vous êtes le représentant de la 5e génération d'entrepreneurs. Depuis 1901. Depuis 1901. Qui a 111 ans. C'est pas mal. Bien, bah écoutez, on va venir après. Alors, ensuite, à côté de Madame Bezzoni, sur la droite de Madame Bezzoni, il y a Monsieur Bernard Salat, qui arrive directement de Paris et qui est le directeur de la recherche et du développement du groupe EDF. Vous aussi, vous êtes, je ne vais pas dire nouvellement nommé, puisque vous avez un poste depuis 2011. Alors, 2010, pardon. Monsieur Salat, recherche et développement dans le groupe EDF, c'est 2000 personnes et c'est un travail qui s'effectue en amont et en aval. Oui, c'est 2000 personnes, c'est tous les champs de l'énergie, c'est la France et c'est l'international. Nous travaillons aussi beaucoup en Angleterre, en Pologne, aux États-Unis, en Chine. On regarde tous les sujets. Dans tous les domaines, nucléaire, thermique, hydraulique. D'accord. Donc on va pouvoir un petit peu discuter avec vous justement sur les enjeux de l'énergie de demain avec justement ce que EDF a dans ses, entre guillemets, dans ses cartons. À votre droite, monsieur Jacques Bucchi, maire de Lambesc, expert en énergie, vice-président également dans le domaine de l'énergie, vice-président de la communauté du Pays d'Aix. Et vous êtes également le représentant aujourd'hui de l'Association des maires de France. On va en parler, c'est d'actualité, ça s'est passé il y a exactement 2 jours et je pense que vous êtes très satisfait. Donc on va pouvoir en parler et vous êtes un de nos invités parce que Lambesc est une ville de 9 ou 10 000 habitants, si ma mémoire est bonne, qui est la première ville verte en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On peut le dire comme ça ? Non, je crois qu'il faut être humble par rapport à ça. Disons que nous avons peut-être une vision, peut-être, une détermination, c'est certain, et le courage de prendre certaines options qui, je l'espère, démontreront demain que nous avions raison. D'accord. Alors, messieurs, vous avez entendu un petit peu les chiffres que j'ai avancés tout à l'heure. Je voudrais qu'on s'appuie dessus, je voudrais qu'on développe le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui en matière d'énergie et les conséquences que cela, bien sûr, a sur des secteurs comme le bâtiment. Ma première question, c'est est-ce que l'on doit considérer, et je vais reprendre un propos que j'ai entendu quand on a préparé cet atelier, est-ce qu'on doit considérer que l'ère industrielle dans laquelle nous étions aujourd'hui est derrière nous et que nous entrons de plein pied dans une nouvelle ère que l'on peut appeler l'ère énergétique? Monsieur Salah, Monsieur Bensivinga, Monsieur Bucchi. Oui, rapidement pour lancer le débat, à la question posée comme ça et pour répondre simplement, oui, nous sommes à une charnière. C'est une charnière qui me fait penser à ce qui s'est passé à Rio en 82, quand la prise de conscience est née et derrière a explosé sur les problèmes environnementaux de façon générale. Et nous sommes dans un temps similaire pour l'énergie. Et il faut bien comprendre que, en regardant comme ça les choses sur le terrain, ce n'est peut-être pas très visible, mais quand on regarde avec de la distance, on se rend compte de ce qui se passe et un peu plus précisément. Pour donner une image, ça fait 24 heures que l'homme est sur cette planète, ça fait à peine 5 secondes que nous avons commencé à puiser dans les ressources de la planète,
Et nous sommes dans le temps du pic de Uber où, dorénavant, nous en aurons moins à aller chercher sous terre que nous n'en consommons. Il est donc temps de revenir à des choses de bon sens pour avoir, sur le plan énergétique, un fonctionnement beaucoup plus approprié et j'ajouterai plus sage. Voilà, on développera sûrement, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est simplement pour dire que ce temps-là est absolument fondamental. Et je terminerai sur ce qui est probablement au cœur du sujet, tout le temps, c'est qu'il va nous falloir prendre conscience de cette mutation profonde et ne pas attendre 30 ans comme on a attendu sur l'environnement. Parce que du système d'hier où généralement on pouvait parler de monolithisme, il va nous falloir rien, on aura un rôle majeur parce qu'il ne sera plus simplement consommateur, il sera également producteur. Voilà, je ne vais pas développer davantage, mais cette mutation-là, elle devra s'accompagner d'une action politique volontariste très forte. Oui, c'est l'enjeu de la conférence environnementale, au passage qui n'a pas eu lieu, passer à un système très décentralisé où le citoyen... Un rendez-vous important et on en parlera tout à l'heure. En fait, si je vous comprends bien, c'est ce que vous appelez, vous, la transition énergétique qu'on évoquera et qu'on développera un peu plus tard. Oui, tout à fait. On est en plein milieu, enfin on est en plein dedans. On est au passage. On est au passage de la transition énergétique. Ouais. Monsieur Sala, est-ce que vous êtes d'accord avec cette situation, on va dire, peu réjouissante, pour ne pas dire catastrophique, actuelle, mais peu réjouissante? Si vous voulez, je ne vais pas la qualifier, si vous me permettez. Je pense que la problématique telle que nous la voyons, elle est double. Il y a une problématique première qui est l'environnement, et essentiellement en fait le changement climatique, le CO2, les fameux enjeux des 2 degrés. Va-t-on les atteindre? Bon, aujourd'hui, c'est vrai, il faut reconnaître, ça va être quand même très 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 difficile. Il faut se donner la mesure des choses. En Asie, aujourd'hui, nos amis chinois mettent sur le réseau une centrale de 1000 MW au charbon tous les 15 jours. Une centrale à charbon de 1000 MW, ça produit 5 à 7 millions de tonnes de CO2. Donc vous voyez des enjeux tout à fait colossaux dans des pays qui se développent et qui représentent aujourd'hui en Asie pratiquement le tiers de l'humanité. Et en même temps des enjeux économiques. Nous sommes aujourd'hui dans une phase difficile. L'année 2012 qui se termine est difficile, 2013 le sera encore plus. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la France, c'est une problématique européenne, peut-être même un peu plus globale. Donc toute la question, c'est comment faire en sorte que cette énergie de demain soit aussi économique. Parce que l'énergie, en fait, c'est une donnée d'entrée, c'est un facteur majeur du développement économique. Sans énergie, on ne fait rien, bien évidemment. Donc l'enjeu, il est sur ces doubles temps. On est sur une période d'évolution. Je crois que, je rejoins M. Bucchi, je pense que les choses sont en train d'évoluer. On n'est pas sur une révolution énergétique. Regardez autour de nous, vous voyez, il n'y a pas encore beaucoup de voitures électriques. On en parle beaucoup, mais il n'y en a pas encore beaucoup. Ce n'est pas un 14 juillet avec une espèce d'effet falaise où on aurait pris la Bastille et tout changerait demain matin. C'est plus une transition, effectivement, un mouvement plus ou moins rapide, mais continu. Je pense que le point important, c'est qu'il est continu, il est inéluctable. Et quelque part, il faut que nous nous habituions, à tous égards, en termes de technologie, bien sûr, d'innovation. Moi, je peux vous en parler largement, mais aussi en termes d'acceptabilité sociale. Et je pense que le monde des collectivités locales, le monde du politique a un rôle absolument crucial à jouer là-dessus, dans l'accompagnement auprès de nos citoyens. Votre analyse, M. Bensivenga, pour votre partie dans le bâtiment, par rapport à ce contexte qu'on vient de définir, est-ce que vous considérez également que l'impact est négatif dans le monde du bâtiment? Notre analyse à nous, c'est effectivement qu'on est en train de vivre une réelle évolution dans le monde de l'énergie. On a le sentiment, on sait tous, et on a l'intuition que les énergies fossiles ne sont pas inépuisables, qu'il va y avoir des modes de consommation d'énergie qui vont être différents. Nous sentons qu'il y a, donc, avec ces afflux de personnes dans les métropoles, dans les grandes villes,
il va y avoir une paupérisation de la population en moyenne dans ces grandes villes, et le facteur de la consommation et des dépenses énergétiques va être peut-être la principale dépense des ménages. Donc il est évident que pour nous, ces modes de fonctionnement de consommation vont être au cœur des problématiques de la cité, de l'humanité. On sait très bien que les énergies fossiles ont une certaine facilité de consommation parce qu'on peut les stocker. À aujourd'hui, il me semble, alors peut-être que M. Salah pourra nous dire, on a un problème avec l'énergie électrique, c'est qu'il n'est pas stockable. On produit, on consomme immédiatement. Donc il va falloir aussi, je pense, un des enjeux majeurs de notre avenir sera le stockage de l'énergie électrique. Alors je voudrais justement, on va aborder les aspects d'enjeux, mais avant vous avez dit quelque chose en disant on a tous conscience que les énergies fossiles vont un jour s'épuiser. Tout le monde a conscience, je pense, mais en fait, on a le sentiment que derrière, on se donne des freins, on n'avance pas, on y va à petits pas, quoi. On ne sent pas une volonté. Je dirais peut-être pas ça. Je dis que la société a besoin de maturer certaines informations. Par contre, il est évident que les politiques, les professionnels que nous sommes tous, nous devons être moteurs de ces évolutions et de la prise de conscience des gens que, pour paraphraser Talleyrand, je dirais que quand c'est urgent, c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est pas encore urgent, mais ça va le devenir demain, après-demain. Il faut que nous anticipions ces phénomènes-là. Et des gens comme M. Bucchi ou des gens comme nous devons être les moteurs de ces évolutions de mentalité. Je pense que M. Bucchi aurait tendance à considérer que la situation, il est urgent d'agir, quoi. Il est urgent d'agir. Je vais réagir sur 2 ou 3 points très très vite. D'abord, on parle de situation dramatique. Alors, je ne vais pas tout de suite aller à la conclusion, mais j'en meurs d'envie. Il faut, pour peut-être reprendre une très belle expression de Pierre Radin, arrêter de faire peur, parce que la peur fige nos actions, et très vite prendre conscience que nous avons devant nous de l'espoir et d'extraordinaires opportunités pour tous les chefs d'entreprise qui sont là. Et c'est, je pense, avec cette conscience-là qu'on fera accélérer le processus. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, vous évoquez un sujet extrêmement important qui est celui de la production et du stockage. Mais voilà l'un des premiers points sur lequel la transition va se faire plus ou moins rapidement, mais aura des effets absolument majeurs. C'est qu'on va passer d'un système monolithique et énorme de production, où ensuite on distribue et au milieu, il serait judicieux de stocker, à un système qui demain fera que sur place, le citoyen, le quartier, la ville vont devoir produire ce qu'ils consomment. Et à ce moment-là, le problème du stockage se gérera beaucoup plus facilement qu'il ne se gère aujourd'hui. Voilà une première grande mutation de la transition énergétique. Monsieur Salah, on essaie de voir avec vous un petit peu les enjeux de l'énergie. On dit souvent l'énergie de demain, c'est l'électricité. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. L'énergie de demain, est-ce que c'est que l'électricité? Je suis EDF, donc je vais vous dire que l'électricité est évidemment l'enjeu majeur. Une petite anecdote. Regardez la cérémonie des Jeux Olympiques à Londres. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez retenu? Des jeux de lumière. Oui. Bon, des jeux de lumière, ça veut dire on peut faire beaucoup de choses avec l'électricité. En fait, c'est un moyen de propager, de transporter l'énergie qui est très commode, qui est très simple. Aujourd'hui, toute l'électronique fonctionne avec l'électricité. Donc nous, alors vous me croirez pas, je suis EDF, hein, bien sûr, mais pour nous, l'électricité, c'est vraiment un enjeu de demain. C'est vraiment l'énergie de demain. C'est sans doute l'énergie la plus souple, d'une certaine façon, la plus flexible. Alors après, c'est vrai, l'électricité ne se stocke pas. C'est ça sa grande difficulté par rapport à des énergies fossiles comme le charbon ou comme le pétrole. Mais par contre, elle possède cette flexibilité. Le stockage de l'électricité, il faut bien voir que d'un point de vue technologique, c'est un enjeu très, très, très compliqué. Hein, très compliqué parce qu'aujourd'hui, pas encore complètement mature et forcément extraordinairement cher. Le stockage de l'électricité, qui est